En 1928, le PIB allemand était de 260 milliards de dollars. En 1932, il s'était effondré à 220 milliards, une baisse de plus de 15% en 4 ans seulement. En 1938, pourtant, il aura explosé pour atteindre 340 milliards, une hausse de près de 55% en 6 ans, du jamais vu depuis la Première Guerre mondiale. Le taux de chômage connaît une évolution similaire. Il est de près de 9% en 28 et explose en 4 ans pour atteindre 44% en 32. 6 ans plus tard, l'Allemagne atteint le plein emploi, au point de manquer de main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle parfois le miracle économique nazi. Et quand on voit ces chiffres, on a du mal à imaginer que la politique économique nationale-socialiste ait été néfaste. Et pourtant, ces chiffres cachent d'énormes problèmes. L'économie nazie n'avait rien d'enviable, et elle ne pouvait que mener à la pire guerre qu'ait connue l'humanité. Or, la guerre ne se finance pas seule. L'histoire du nazisme, c'est aussi une histoire d'argent, d'industrie, de travail. L'histoire du nazisme, c'est celle de la misère des peuples au profit de la guerre. Mais on va un peu vite là, et si on reprenait tout depuis le début. En 1929, le monde est bouleversé par la pire crise économique qu'ait jamais connue le système capitaliste. En l'espace de quelques années, toutes les économies occidentales s'effondrent. Le PIB des États-Unis chute de 28%, celui de la France de 15% et celui du Royaume-Uni de près de 6%. Les taux de chômage explosent partout. L'Allemagne, on l'a vu, est très fortement touchée par la crise. En l'espace de quelques années, plus de 8 millions de personnes se retrouvent au chômage. La paysannerie nombreuse s'appauvrit à cause d'une terrible baisse des prix et les petites entreprises mettent la clé sous la porte. En proie à la misère, les Allemands se jettent dans les bras des communistes et de l'extrême droite. C'est cette dernière qui en profite le plus. L'énorme masse de chômeurs, de petits commerçants déçus et de paysans appauvris lui apporte des millions de voix. Si aux élections législatives de 1928, le parti nazi faisait moins de 3%, à celle de juillet 32, son score dépasse les 37%. Et Hitler, enfin, devient chancelier fin janvier 33, alors même que son parti est à ce moment en perte de vitesse et n'a jamais obtenu de majorité à l'Assemblée. 1933, c'est aussi l'année où l'Allemagne commence à s'extirper petit à petit de la crise. Elle connaît, entre 32 et 34, un taux de croissance de plus de 15%. Mais est-ce qu'on peut attribuer aux nazis cette sortie de crise ? Est-ce que l'Allemagne doit son salut à Hitler ? La réponse, vous vous en doutez sûrement, c'est non. Les premiers signes de reprise économique mondiale apparaissent à l'été 32, avant l'arrivée au pouvoir des nazis. En Allemagne, le chômage atteint son pic cette année. On assiste déjà à des signes de reprise dans le secteur de la construction, l'un des plus importants du pays, et la demande d'obligations allemande commence à se renforcer. C'est-à-dire qu'on commence déjà à regagner confiance en la capacité du pays à rembourser ses dettes. Les journaux et les rapports économiques sont optimistes à partir de ce moment. On s'attend déjà à ce que la situation économique s'améliore. La tendance se confirme en 1933. Dès cette année, les entreprises et industries investissent pour reconstituer leur stock de matières premières, et le chômage commence à baisser. Tout dans les statistiques porte à croire qu'une reprise forte se prépare. Elle est alors tout à fait naturelle, et on assiste à une évolution similaire dans d'autres grandes économies, qui mènent pourtant des politiques différentes, comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Par contre, la reprise après 1933 n'a plus rien de naturel. Elle est, malheureusement, très marquée par les politiques nazies, comme on va le voir. L'Allemagne aurait connu une forte croissance avec ou sans eux, mais leur accession au pouvoir engage le pays sur une voie radicalement différente de celle qui s'apprêtait à suivre. Et pour démystifier un peu tout ça, la reprise en Allemagne entre 32 et 35 est très bonne, mais elle n'a rien d'extraordinaire non plus. On est loin du miracle économique qu'on imagine parfois. À titre de comparaison, la reprise n'est pas vraiment plus forte qu'aux États-Unis ou en URSS à la même période. Ou, si on veut comparer avec plus proche, que la reprise allemande après la première récession de 1923-1924 sous la République de Weimar, qui, vous vous en doutez, n'appliquait pas du tout les mêmes politiques que le Troisième Reich. Mais alors, en quoi cette reprise économique sous les nazis est-elle si spéciale ? Pourquoi est-ce qu'elle serait plus néfaste que celle auxquelles on assiste dans les autres grands pays occidentaux ? Je vais vous montrer 2-3 graphiques, et je pense que vous verrez par vous-même le problème. Ça, c'est la comparaison entre la production de l'industrie textile et celle de l'industrie lourde, entre 31 et 35. Ça, c'est la part de chaque secteur de l'économie dans la croissance allemande, entre 33 et 35. Et ça, enfin, c'est la comparaison entre l'évolution des revenus annuels du Reich et ses dépenses militaires, entre 33 et 39. Vous l'avez sûrement compris, la relance en Allemagne est portée en très grande partie sur le réarmement. 10 jours seulement après sa nomination à la chancellerie, Hitler dit lors d'une réunion « L'avenir de l'Allemagne dépend exclusivement de la reconstruction de la Wehrmacht. Toutes les autres tâches doivent passer après celle du réarmement. En tout état de cause, je suis d'avis qu'à l'avenir, en cas de conflit entre les demandes de la Wehrmacht et les demandes à d'autres fins, les intérêts de la Wehrmacht soient toujours prioritaires. » Et de fait, dès juin 1933, l'État prévoit de dépenser dans l'armée 35 milliards de Reichsmarks sur 8 ans.
À titre de comparaison, le budget militaire annuel de la République de Weimar était plus proche des 700 millions. Du côté de la marine, on prévoyait dès lors, en violation totale du traité de Versailles, la production de 145 bâtiments de tout type, dont des porte-avions et plusieurs dizaines de sous-marins. L'aviation, totalement proscrite par le traité, prévoyait de se doter de 2000 appareils d'ici 2035. L'armée de terre, enfin, prévoit de disposer d'une force permanente de 21 divisions, soit 300 000 hommes, d'ici 1938, et celle-ci devait pouvoir être portée à 63 divisions en temps de guerre. Pour rappel, le traité de Versailles n'autorisait à l'Allemagne que d'entretenir une force de 100 000 hommes. On verra plus tard où est le problème là-dedans. Mais d'abord, il faut bien comprendre pourquoi c'est le réarmement qui est au centre de la relance allemande. Qu'un grand pays investisse l'équivalent de 20% de son PIB dans l'armée et que la production liée à l'armement représente plus de 50% de sa croissance économique en temps de paix semble pour nous parfaitement insensé, irrationnel. Et je vous rassure, ça l'était aussi à l'époque. C'est du jamais vu dans toute l'histoire moderne. Mais pour les nazis, c'était une évidence, une nécessité absolue même. Il faut bien comprendre que pour le parti nazi, l'économie ne représente pas un but en soi, elle est entièrement vassale de la politique. Quand Hitler dit en 1936 « La nation ne vit pas pour l'économie, pour les responsables économiques ni pour les théories économiques et financières. Bien au contraire, c'est la finance et l'économie, les dirigeants et les théories économiques qui doivent tous servir sans réserve ce combat pour l'auto-affirmation de notre nation. » Il faut le prendre au pied de la lettre. Or, pour les nazis, le réarmement est l'objectif politique numéro 1. C'est lui qui doit libérer l'Allemagne. La libérer d'abord de la pression qu'exerce sur elle la France et ses alliés, mais aussi et surtout, la libérer de la pression de la terre. L'Allemagne est un petit pays très peuplé, sans empire colonial, dont une bonne partie de la population travaille encore dans l'agriculture. Elle est incapable de nourrir seule son peuple, et les paysans sont particulièrement pauvres, faute d'espace. Des problèmes dont ni la France, ni l'URSS, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis ne souffrent. L'objectif politique principal, c'est d'obtenir plus de terres. C'est d'assurer un espace vital, un Lebensraum à l'Allemagne. Alors seulement celle-ci pourra atteindre l'abondance et l'autarcie. C'est du moins comme ça que les nazis comprennent le monde. Et c'est ce qui explique qu'ils orientent dès le départ autant que possible l'économie du pays vers le réarmement, vers la conquête de nouvelles terres. Or, l'Allemagne et son peuple sortent tout juste la tête de la crise. Le pays est terriblement pauvre, il n'a évidemment pas les moyens de dépenser des milliards dans l'armée. Pourtant, il l'a fait. Comment ça pourrait être possible? Est-ce que les nazis ont créé de l'argent magique? Eh ben, on n'est pas si loin de la réalité. Comme le gouvernement n'a évidemment pas les fonds suffisants pour financer l'effort du réarmement, et qu'en plus celui-ci est formellement interdit par le traité de Versailles, les nazis mettent au point une monnaie parallèle, les bons mais faux. On va pas se perdre dans des explications incompréhensibles, mais pour faire simple, ils fondent une société écran avec le soutien des grosses entreprises allemandes de l'époque. Cette société ne produit rien et n'a aucun salarié, mais elle génère des bons de dette garantis par l'État, et que les nazis promettent de rembourser avec intérêt d'ici quelques années. L'État passe commande auprès d'entreprises et les paye avec ces bons mais faux, qui ont valeur d'argent puisqu'ils promettent de les rembourser plus tard. Et les entreprises s'échangent ensuite ces bons entre elles, comme si c'était des Reichsmarks. C'est une véritable monnaie parallèle, qui a l'avantage de ne pas apparaître dans le budget de l'État, et donc de ne pas inquiéter les alliés, en plus de financer gratuitement le réarmement. Près de la moitié du coût de celui-ci est directement financé avec les bons mais faux, que les nazis ne commenceront à rembourser qu'à la fin des années 30. Pendant toute cette période, la masse monétaire croît plus vite que le PIB, de façon plus ou moins camouflée. Seul le blocage des prix permet d'éviter une explosion de l'inflation. Mais le manque de revenus dans l'immédiat, c'est pas le plus gros frein au réarmement, loin de là même. En fait, le problème principal, c'est le manque de devises étrangères. On a dit, juste avant, que l'Allemagne manquait de terres. C'est très vrai, mais elle manque aussi terriblement de ressources naturelles. Sur toutes les matières premières dont dépend l'industrie lourde, l'Allemagne en produit une seule en quantité suffisante sur son sol. Le charbon. Elle doit importer toutes les autres, du fer, du cuivre, du caoutchouc, du pétrole, etc. Sans fer, pas d'acier. Sans acier, pas de chars, pas d'avions, pas de moteurs, pas d'usines. Sans cuivre, pas de munitions. Sans caoutchouc, pas de pneus. Sans pétrole, pas de carburant. Et la liste est évidemment plus longue. Ça signifie que l'industrie doit importer toutes ces matières premières. Et pour les importer, elle a besoin d'or ou de devises étrangères en lesquelles le marché mondial a confiance. De la livre sterling, du dollar et du franc. Sans devise, pas d'importation, et sans importation, pas d'industrie. Et c'est bien là tout le problème. La banque centrale allemande, la Reichsbank, a très peu d'or et de devises étrangères en réserve quand les nazis arrivent au pouvoir, l'équivalent de moins d'1 milliard de Reichsmarks. C'est simple, cette réserve fond dès l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, jusqu'à arriver à presque zéro à l'été 1934. Dès lors, le Reich ne peut plus importer ce qu'il souhaite. C'est une crise terrible. Pour y pallier, l'État contrôle strictement les importations,
Et évidemment, il donne l'avantage sur celle-ci aux industries liées à l'armement, ce qui crée aussi une concurrence entre elles et entre les différentes branches de l'armée. On s'affronte en interne pour obtenir de l'acier et du cuivre. À partir de ce moment, la Reichsbank tourne avec une réserve de devises qui correspond à environ une semaine d'importation, pas plus. Et ce sera le cas pendant des années. Pour tenter de contourner le problème, Göring met en place le plan de 4 ans, qui prévoit de réduire les importations en produisant massivement des ersatz, de la bouna, c'est-à-dire du caoutchouc de synthèse, de l'essence ou des textiles synthétiques. Il encourage aussi l'exploitation du fer allemand de mauvaise qualité. Toutes ces matières de substitution sont évidemment bien plus chères que celles importées. L'acier produit à partir de fer allemand coûte par exemple 3 fois le prix de celui produit avec du fer suédois. Mais pour Hitler et Göring, c'est le seul moyen de s'approcher de l'autarcie et de limiter le déficit de devises en attendant la conquête du Lebensraum. Pour rendre les produits allemands compétitifs sur le marché mondial, les nazis subventionnent massivement les produits destinés à l'exportation, jusqu'à un tiers de leur prix. Ces problèmes de devises étrangères sont particulièrement contraignants alors que le Troisième Reich renforce continuellement ses demandes en armement. Dès mars 1935, Hitler annonce que l'armée de terre devrait atteindre 35 divisions en temps de paix contre les 21 prévues à l'origine, auxquelles on ajoute en plus la création de 48 bataillons de chars. Dès l'année suivante, on met en place un plan qui doit permettre à l'armée d'atteindre 102 divisions en temps de guerre, soit 3,6 millions d'hommes, une force plus grande encore que celle de 1914. Dans le même temps, l'armée de l'air, la Luftwaffe, passe ses objectifs de 48 escadrilles en août 35 à plus de 200 en octobre 38. En 1932, l'industrie aéronautique allemande employait 3200 personnes et ne pouvait produire qu'une centaine d'appareils chaque année. Moins de 10 ans plus tard, elle emploie au moins 250 000 personnes et est capable de produire plus de 10 000 avions de combat par an. C'est tout aussi impressionnant du côté de la marine. Fin 1938, Hitler donne son accord pour un investissement de 33 milliards de Reichsmarks sur 9 ans, pour mettre sur pied une flotte de 249 sous-marins, 8 cuirassés géants et 8 croiseurs d'ici 1948. De quoi, espère-t-il, rivaliser avec la Royal Navy. Pour pallier au manque de devises étrangères, Göring ordonne en 1936 que chaque dollar, livre sterling, franc ou once d'or encore présent en Allemagne soit mis à disposition du Reich. On récupère ainsi l'équivalent de 473 millions de Reichsmark en devises étrangères, de quoi être tranquille pendant 1 an et demi. 2 ans plus tard, c'est l'Anschluss, la conquête de l'Autriche, qui permet aux nazis de récupérer, ou plutôt de piller, l'équivalent de 782 millions de Reichsmarks en devises étrangères, ce qui permettait de souffler alors que l'État avait déjà largement dépensé ce qui avait été saisi par Göring. Mais l'absence de devises restera jusqu'au bout un sérieux problème pour le réarmement allemand. Après le terrible pogrom de la Nuit de Cristal et la destruction de nombreuses vitres belges de commerce tenues par les juifs, dont le remplacement était évalué à 3 millions de Reichsmarks en devises étrangères, Göring s'exclame lors d'une conférence « J'en ai assez de ces manifestations. Ce n'est pas aux juifs qu'elles font mal, mais à moi, qui suis l'autorité ultime pour la coordination de l'économie allemande. J'aurais préféré que vous tuiez 200 juifs plutôt que de voir ces valeurs détruites. » L'accélération du réarmement à partir de 1936 transforme profondément l'Allemagne à un niveau jamais vu. Les demandes sont tellement élevées qu'on doit réorienter des pans entiers de l'économie vers le secteur militaire. Les investissements privés dans l'armement deviennent démentiels. On ouvre de nouvelles usines partout. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fera de tout ça une fois le réarmement atteint? Ou bien l'État devrait continuer à passer des commandes d'armes largement inutiles pour un pays en paix, ou bien il faudrait réorienter l'activité économique vers des secteurs civils, ce qui provoquerait évidemment des bouleversements terribles dans l'industrie. Le chômage repartirait à la hausse. Et surtout, ça couperait l'Allemagne de tout moyen de ravitailler sa gigantesque armée si la guerre était déclarée. Dès ce moment, le pays avait passé un cap de non-retour. Mais de toute façon, les nazis n'avaient jamais ambitionné de mettre en place une économie viable sur le plan civil. Ce qu'ils avaient toujours préparé, c'était la guerre. Alors qu'ils s'adressent aux grands industriels du pays fin 1936, Göring le dit clairement. Nulle fin du réarmement n'est en vue. La bataille dont nous approchons exige des capacités de production colossales. Nous sommes déjà au seuil de la mobilisation et sommes en guerre, sauf que les canons ne tirent pas encore. Tout ça se fait évidemment aux dépens de bien d'autres secteurs, notamment celui des logements, dont les Allemands manquaient terriblement, ou celui du train, pourtant nécessaire à l'effort de guerre et au commerce. Le réseau ferroviaire se dégrade de façon très inquiétante, ce qui ne manquera pas de poser des soucis plus tard. Tout ça se voit très clairement si on compare le nombre d'entreprises dans le pays entre 33 et 39. Tous les secteurs non militaires connaissent une chute,
alors que les secteurs liés au réarmement, comme celui des machines et des moteurs, connaît une forte hausse. Cette politique de réarmement poussée à l'extrême ne permet même pas au Reich d'atteindre ses objectifs. À la fin des années 1930, il est encore loin de pouvoir concurrencer les Alliés, que ce soit en termes de matériel ou de production. On parlera d'ailleurs de ça dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Une économie qui tourne autour du réarmement n'est évidemment pas tenable sur le long terme. Mais du point de vue des nazis, c'est parfaitement cohérent, puisque la survie de l'Allemagne dépend de la conquête d'un Lebensraum. Le réarmement et la guerre sont les seules options envisageables. Mais, au-delà des objectifs du régime, à qui profite vraiment cette économie unique? Il y a évidemment des grands gagnants et des grands perdants, et c'est là qu'on entre dans le fond du problème. Les nazis ont intensément renforcé l'État et son contrôle sur la société, mais contrairement aux communistes, ils n'ont jamais remis en question la propriété privée des Allemands. Le cas des Juifs est évidemment à part. Le réarmement s'est fait main dans la main avec l'industrie lourde. Les patrons gagnent les pleins pouvoirs dans leurs usines, les syndicats sont supprimés et le droit de grève interdit. Les grandes entreprises ont fait des profits records, du jamais vu jusqu'ici, à l'image d'IG Farben, l'une des plus grandes entreprises du monde à l'époque, à qui le Reich a confié une bonne partie de sa production chimique, ce qui comprend la bouna, l'essence et le textile de synthèse, le gaz aussi. D'autres industriels ont été mis de côté, comme ceux dans le textile, mais même ici, les profits ont été démentiels malgré le désintérêt du pouvoir. C'était une nécessité. Pour financer le réarmement, il fallait que les industriels génèrent d'immenses profits et qu'ils puissent réinvestir ceux-ci dans la construction de nouvelles usines. Mais évidemment, tout ça a un coût. Le peuple ne sort pas de la pauvreté. Normalement, quand un État finance une relance, l'intérêt c'est de résorber le chômage, de rendre du pouvoir d'achat à la population, et comme ça d'encourager la consommation, pour que l'économie reparte dans un cycle vertueux et qu'elle puisse à terme se passer de l'investissement public. C'est ce que Roosevelt a très bien fait aux États-Unis avec le New Deal. Or, le Troisième Reich vise le contraire. Dès 1933, le régime gèle les salaires pour que l'industrie puisse faire de grands profits. On autorise aussi l'augmentation du temps de travail des ouvriers dans certains secteurs. Et en parallèle, il est hors de question d'encourager à la consommation. Ce qu'on veut, c'est produire des armes et des munitions. Chaque dollar dépensé pour importer du textile de l'étranger est une perte nette pour le réarmement. Chaque gramme d'acier fourni à une entreprise qui produit des biens de consommation est une perte nette pour l'armée. Et d'ailleurs, ça se voit très clairement quand on regarde l'évolution du nombre de commerces et de restaurants dans le Reich entre 33 et 38. Respectivement 24% et 11% d'entre eux ferment leurs portes. Ce qui n'aurait aucun sens dans une économie qui connaît une croissance saine. On subit en fait un semblant de pénurie de biens de consommation, que ce soit textile ou agroalimentaire. De fait, les anciens chômeurs trouvent du travail et sortent de la misère, mais le niveau de vie n'augmente pas pour les travailleurs, il baisse même. Les salaires n'augmentent presque pas, alors que le temps de travail et les prix, si. Le coût de la vie augmente, alors que le pays connaît une croissance spectaculaire et que les entreprises font des profits records. Si bien qu'à la fin des années 30, le peuple n'a rien gagné dans la reprise économique guidée par les nazis. En 36, alors que le pays a retrouvé le plein emploi, 62% des Allemands déclarent des revenus annuels inférieurs à 1500 Reichsmarks. Pour l'ouvrier moyen, un kilo de beurre valait près d'une journée de travail. Les 12 œufs ou le kilo de bacon, une demi-journée. Le litre de lait ou la miche de pain, plus ou moins une demi-heure de travail. Les ménages avaient en moyenne, à la fin du mois, seulement 67 Reichsmarks pour payer leurs habits, leurs équipements domestiques, leurs transports, leurs soins de santé, leurs assurances et l'école des enfants. 67 Reichsmarks, alors qu'une paire de chaussures en coûtait 10. Il suffisait que le père ait besoin d'un nouveau costume pour que la quasi-totalité du budget de la famille disparaisse. Face à la pénurie de logements, plusieurs familles se partagent souvent un appartement, une chambre pour chacune. La priorité pour les nazis, c'était de construire les autobahns pour permettre de larges mouvements de troupes, ou la ligne Siegfried pour protéger la frontière ouest, pas des logements. À titre de comparaison, un ouvrier de Berlin devrait gagner environ 5500 Reichsmarks par an pour égaler le niveau de vie d'un ouvrier américain de Détroit. Et pour rappel, le salaire médian est inférieur à 1500 Reichsmarks. Alors que le PIB allemand augmente de 55% entre 1932 et 1938, et que le temps de travail dans l'industrie augmente de plus de 13%, le salaire réel des travailleurs, lui, baisse de près de 7%. Pour les nazis, c'est pas un problème. On n'a pas envie que les travailleurs consomment. On aimerait plutôt qu'ils soient taxés ou qu'ils épargnent, pour qu'on puisse derrière utiliser ces impôts et ces épargnes pour financer les investissements nécessaires dans le réarmement. On sait pertinemment que le niveau de vie du peuple souffre de la politique, mais ça semble légitime. Les canons apparaissent comme un moyen d'obtenir davantage de beurre par la conquête d'un Lebensraum. C'est un investissement pour la prospérité future. Pour les nazis, et la propagande fonctionne bien de ce côté, la Wehrmacht est le bien commun du peuple. Pas besoin de voitures quand on a des chars.
Les jeunes hommes vivent la conscription, un véritable voyage dans un univers ultra-moderne, et les familles assistent aux parades et aux démonstrations militaires, source de fierté. Les équipages de chars pouvaient plus tard lire dans leur manuel « Pour chaque obus que vous tirez, votre père a payé 100 Reichsmark d'impôts. Votre mère a travaillé une semaine à l'usine. Le Tigre coûte tout compris 800 000 Reichsmark et 300 000 heures de travail. 30 000 personnes ont dû donner une semaine de salaire. 6 000 personnes ont travaillé une semaine pour que vous puissiez avoir un tigre. Hommes du Tigre, tous travaillent pour vous. Songez à ce que vous avez entre les mains. » Ce système d'économie de guerre en temps de paix atteint son paroxysme entre 38 et 39. Le réarmement coûte trop cher. On dépense l'équivalent de 20% du PIB dans l'armée. La dette du Reich explose et on ne peut plus produire de bons méfaux. Les nazis, conscients que les alliés s'arment à vitesse grand V, bien plus vite qu'eux, attendent alors la première occasion favorable pour déclarer la guerre. C'est le pacte de non-agression avec l'URSS qui leur offre. Dès 1940, la planche à billets finance abondamment la Wehrmacht qui coûte désormais à l'État l'équivalent de 30% du PIB. Pour éviter de provoquer une inflation, les nazis empêchent aux ménages de consommer. La consommation civile chute de 11% en un an. On met aussi en place des tickets de rationnement, en sachant qu'un rationnement caché était déjà en place sur pas mal de biens de consommation depuis 1935, notamment sur le beurre. Et puisqu'il n'y a plus rien à consommer, les ménages épargnent massivement. Ils ne peuvent rien faire d'autre de leur argent. L'État profite de cette épargne pour financer la guerre. Une guerre perdue d'avance. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode centré sur l'économie de guerre nazie et la comparaison avec les économies des Alliés. On aura alors une vue d'ensemble de l'économie sous le Troisième Reich. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et comme d'habitude, merci aussi aux membres qui soutiennent la chaîne chaque mois. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti le mois dernier un épisode sur la naissance de l'URSS, avec la guerre civile russe et tout ce qui tourne autour.